Salut à tous, c'est Nicolas, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de ma partie 3 de ma copie d'Écrit 2 d'agrégation externe. Pour cette partie, j'ai utilisé 3 blocs. Les deux premiers sont complémentaires, alors que le troisième bloc est plutôt indépendant des deux autres. Dans le bloc 1, j'évoque une tension particulière au sein du sujet, l'effort et la culture spécifique peuvent être confondus au sein de la compétence propre 5. Dans la continuité du bloc 1, dans le bloc 2, j'analyse l'idée que la performance et la compétence peuvent être confondus au sein de la compétence propre 1. Je précise qu'aujourd'hui, on ne pourrait plus parler de compétences propres, mais on devrait parler de champ d'apprentissage, car les compétences propres n'existent plus depuis les programmes lycée de 2019. Enfin, dans le bloc 3, j'évoque la relation entre culture spécifique à l'apprentissage et au développement de compétences et culture spécifique à la performance immédiate. Dans ce début de troisième partie, je rappelle au correcteur ce que je vais démontrer. L'idée de base de cette partie est que l'effort et la culture spécifique peuvent être des concepts qui sont fusionnés dans le cadre de la compétence propre 5, et que la performance et la compétence peuvent être des concepts qui sont fusionnés dans le cadre de la compétence propre 1. Ici, j'introduis mon premier bloc. Ensuite, je prends le temps de développer en m'appuyant sur les programmes du moment. Comme je l'ai dit, aujourd'hui il faudrait plutôt parler de champ d'apprentissage et non de compétences propres. J'explique que dans le cadre de la CP5 en lycée, l'effort est un moyen, mais surtout une finalité, car la CP5 repose en grande partie sur cette notion d'effort. Préparation à l'effort, planification de l'effort, production de l'effort, et régulation de l'effort. Après avoir fait le lien entre CP5 et effort, je tire le fil pour faire le lien entre culture spécifique à cette compétence propre et l'effort. Puis, je résume ma démonstration. L'effort est un moyen et une finalité dans le cadre de la compétence propre 5, qui est elle-même intégrée dans la culture spécifique à l'EPS. Enfin, je fais un retour très appuyé avec le sujet, en réexpliquant que les conditions d'accompagnement du développement de cette compétence propre 5 et de cette culture spécifique gravitent autour de l'effort. J'explique que sans effort, dans cette CP5, il n'y aurait ni développement de compétences, ni d'une culture spécifique, et a fortiori, ni de performance. Ici, l'idée est surtout d'introduire mon argument scientifique, qui est centré sur l'effort. Pour être très clair, le problème que j'ai rencontré dans ce début de partie, c'est que montrer l'intégration réciproque entre effort et culture spécifique via la CP5 était une bonne idée, mais le problème c'est qu'il n'y a quasi aucune connaissance scientifique qui peut venir appuyer cette démonstration. Du coup, pour intégrer des connaissances scientifiques, j'ai essayé de recentrer la problématique sur l'effort en expliquant que la valorisation des efforts en CP5 allait forcément déborder sur de la culture spécifique et de la compétence. Je pense que c'est un peu tiré par les cheveux, mais je ne vois toujours pas comment j'aurais pu faire autrement. Du coup, je propose mon argument scientifique. C'est une étude de Wolff qui met en évidence qu'en musculation, le choix de l'ordre des exercices favorise nettement la production d'efforts. Et j'insiste particulièrement pour convaincre. J'explique que ce phénomène s'explique par la théorie de l'autodétermination de Deci et Ryan, et que dans l'étude de Wolff, les élèves ont produit 60% de répétitions en plus par rapport au groupe contrôle. L'idée est de montrer au correcteur que l'effet sur les efforts est très significatif et non anecdotique. Enfin, je fais un gros retour au sujet en réexpliquant que dans le cadre de la CP5, efforts, compétences et culture spécifique sont presque confondus et qu'ils sont en interaction dynamique autour de la notion d'effort, ce qui nous a amené à proposer des conditions, en l'occurrence la promotion de l'autonomie, pour influencer l'effort et par conséquent pour accompagner le développement de compétences et d'une culture spécifique scolaire. Et avant de passer à mon deuxième bloc, je rajoute une référence très récente qui arrive exactement aux mêmes conclusions que Wolff afin d'appuyer la démonstration. Je commence le deuxième bloc en expliquant que je vais démontrer le même type d'intégration mais cette fois entre performance et développement de compétences. L'idée est que via la CP1, la performance fait partie intégrante de la compétence et réciproquement. Ici, même remarque que pour le premier bloc, l'intégration réciproque entre performance et compétences via la CP1 était aussi une bonne idée, mais très compliquée à appuyer par des connaissances et des références. Du coup, un peu comme j'ai fait avec l'effort dans le premier bloc, je suis un peu obligé de réorienter vers quelque chose de plus simple à démontrer. En l'occurrence, j'envisage de démontrer que cette intégration peut se faire dans toutes les CP, et pas seulement en CP1 si l'enseignant utilise le bon traitement didactique. Je réponds donc à mes propres questions rhétoriques en expliquant que je vais m'appuyer sur la thèse de Nicolas Mascret pour répondre à ces questions. Je commence alors mon illustration par faire du lien avec le sujet et avec mon argument. L'idée est de démontrer que même dans une CP autre que la CP1, les performances peuvent accompagner le développement de compétences. J'explique qu'en badminton, les performances sont a priori un très mauvais indicateur du développement de compétences, puisque les élèves progressent dans l'opposition, et que les élèves peuvent apprendre sans améliorer leur score lors des matchs face à des adversaires qui ont eux-mêmes progressé. Je propose donc une solution à cette problématique avec un ratio proposé par Nicolas Mascret, qui est le ratio entre points gagnés en zone dangereuse et points gagnés au total.
J'explique qu'à l'instar de ce qu'on peut observer en CP1, la performance peut alors bien accompagner le développement de compétences, notamment grâce au fait que celle-ci ne dépend plus du niveau de l'adversaire. Ici, je fais un retour au sujet en réintégrant un des concepts du sujet, la culture spécifique, et en expliquant qu'il est possible avec ce type de ratio de performance de développer une culture spécifique scolaire à l'EPS et de s'éloigner d'une culture uniquement sportive. En ce début de troisième bloc, je reste dans la continuité de la fin de mon deuxième bloc pour différencier culture de la performance immédiate et culture de l'apprentissage. J'explique que la culture spécifique à la scolarité, acquise passivement par les élèves principalement dans leurs milieux familiaux, est différente selon le milieu social. Les élèves issus de milieux favorisés ont souvent une culture de l'apprentissage axée sur la compréhension des choses, alors que les élèves issus de milieux défavorisés ont plutôt une culture de la performance immédiate et de l'apprentissage par cœur, culture qui leur est défavorable à long terme dans leur scolarité. Ici, j'explique donc qu'en EPS, il convient d'amener tous les élèves, et particulièrement ceux issus de milieux défavorisés, à l'acquisition d'une culture de l'apprentissage qui dépasse la culture spécifique de la performance immédiate. Je reprends alors l'exemple de Nicolas Mascret en badminton et propose d'intégrer des phases d'introspection et d'analyse pour mieux comprendre comment on a agi et comment on va agir afin de rentrer dans une logique de compréhension et de dépasser la logique de performance immédiate. Cela dit, avec le recul, je trouve que l'illustration était peu convaincante et même un peu bâclée. Enfin, je fais un retour au sujet en soulignant que c'est cette culture spécifique scolaire qui peut permettre l'accompagnement du développement de compétences, ce qui n'est pas le cas d'une culture spécifique à la performance immédiate. L'enseignant peut donc proposer ce qu'on appelle des stimulations problématiques aux élèves, et plus particulièrement aux élèves issus de milieux défavorisés qui n'ont pas accès à ces stimulations problématiques dans leurs milieux familiaux. Je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur la stimulation problématique si vous voulez plus d'informations sur ce concept. Cette vidéo arrive à son terme, j'espère qu'elle vous a plu, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.